et chefs de gouvernement, à vous-même, à vos familles, ainsi qu'aux dirigeants des organisations que vous représentez, mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année. Je forme le vœu que 2026 soit, pour chacun de vos pays et pour vos peuples, une année de paix, de prospérité et de confiance renouvelée dans la force du droit et des institutions. Je tiens également à vous remercier pour votre présence constante à nos côtés dans ce que notre pays traverse de plus exigeant, la quête obstinée de stabilité, de consolidation de l'État et de défense de notre souveraineté. Par votre action quotidienne, vos échanges, vos missions de coopération et vos interventions humanitaires, vous contribuez à maintenir, malgré les tempêtes, ces ponts indispensables entre la République démocratique du Congo et la communauté des nations. Je voudrais enfin profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue et réitérer mes félicitations à la nouvelle représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo et aux nouveaux ambassadeurs de la République du Ghana, de la République du Liban et de l'État du Qatar, accrédités auprès de la République démocratique du Congo. Votre présence parmi nous marque une nouvelle étape dans nos relations bilatérales et dans notre coopération au sein des enceintes multilatérales. Je suis convaincu que votre mission contribuera à renforcer davantage les liens d'amitié, de respect mutuel et de collaboration entre nos pays et nos peuples. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 aura été pour notre nation une année de contraste. D'un côté, dans la continuité des orientations majeures que j'ai fixées pour notre pays, et malgré un contexte national et régional exigeant qui a mis à l'épreuve notre capacité collective de résilience et d'action, nous avons poursuivi avec détermination le chantier de la transformation à travers notamment la modernisation de l'action publique, l'amélioration progressive des services sociaux, la mise en œuvre de grandes manœuvres, de grands programmes de développement et la volonté de rendre notre économie plus lisible, plus rigoureuse et plus attractive. De l'autre, mon pays a continué de payer un tribut insoutenable à l'insécurité entretenue dans l'est de notre territoire. Là-bas, des villes et des villages ont été ballottés au rythme des offensives, des retraits et des représailles des groupes armés soutenus par des forces étrangères. Des familles ont fui, encore et encore, emportant dans un sac le peu qu'elles pouvaient sauver, laissant derrière elles le fruit de leur labeur, les champs, les écoles, les repères, leurs racines, parfois leurs tombes. Cette crise demeure aujourd'hui encore l'une des plus lourdes au monde en matière de déplacement, avec des millions de personnes déracinées de leur espace d'origine. Je salue la résilience de la population du Nord Kivu et du Sud Kivu et je rends hommage à nos forces armées et à nos services de sécurité engagés dans une lutte difficile, souvent asymétrique, contre des groupes armés multiples, opportunistes, enracinés dans l'économie de la prédation. Face à cette épreuve, le gouvernement de la République démocratique du Congo reste pleinement mobilisé pour poursuivre la pacification du pays, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et assurer la protection des populations civiles. Excellences, Mesdames et Messieurs,
la République démocratique du Congo, fidèle à ses valeurs de transparence et de responsabilité, a toujours tenu le même langage. La paix ne se négocie pas au prix du mensonge et ne se construit pas sur l'impunité. Et aujourd'hui, un développement majeur intervenu récemment vient nous conforter dans cette position. Il mérite d'être considéré avec le plus grand sérieux car il engage la responsabilité de la communauté internationale et appelle désormais des conséquences pratiques. Depuis des années, nous dénonçons, preuves à l'appui, le soutien extérieur dont bénéficie la violence armée sur notre sol. Et voici que, dans une déclaration officielle faite ces derniers jours devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, une haute représentante de la République du Rwanda a reconnu l'existence d'une coordination sécuritaire avec les rebelles de l'AFC M23. Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue ce que de nombreux rapports et de multiples partenaires relevaient depuis longtemps, c'est-à-dire l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Cet aveu constitue un tournant majeur. Il réduit l'espace du déni, clarifie les responsabilités et oblige chacun à passer des exhortations aux mécanismes d'exécution, ceux du droit international, ceux des résolutions du Conseil de sécurité et ceux des engagements politiques librement souscrits. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce point. Aucune cause, aucun récit, aucune justification sécuritaire ne peut légitimer l'occupation de fait, les administrations parallèles, les déplacements forcés, ni la prédation des ressources au détriment d'un État membre des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite attirer votre attention sur la situation humanitaire particulièrement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville d'Uvira et dans les localités situées au long de la plaine de la Ruzizi. Dans ces zones, des milliers de familles déplacées à l'intérieur du pays vivent aujourd'hui dans une précarité extrême, confrontées à des besoins urgents en matière d'assistance humanitaire. À cette détresse interne s'ajoute celle de nos compatriotes ayant cherché refuge au-delà de nos frontières, en particulier au Burundi, où ils continuent de faire face à d'importantes difficultés et à une vulnérabilité persistante. Face à cette réalité, le gouvernement de la République entend renforcer la coordination avec les partenaires humanitaires, régionaux et internationaux et d'assurer protection, dignité et solutions durables aux populations affectées et de créer les conditions d'un retour durable à la paix et à la stabilité. Mais il serait illusoire de traiter l'urgence humanitaire sans regarder avec lucidité la cause première de cette souffrance, c'est-à-dire l'instabilité entretenue et la violence récurrente. Les populations de l'Est, déjà éprouvées par des décennies d'épreuves, ne peuvent plus être condamnées à ce cycle tragique où chaque avancée diplomatique se trouve aussitôt neutralisée par des replis tactiques, des provocations nouvelles ou des offensives déguisées. Les développements récents sur le terrain, y compris autour d'Uvira, rappellent à quel point la situation demeure fragile et combien la mise en œuvre des engagements pris doit être rigoureuse, suivie et vérifiable. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais
comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Notre main demeure malgré tout tendue pour une paix véritable. Mais une paix véritable suppose des actes vérifiables, comme l'arrêt immédiat de tout soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo et la fin des zones grises, le respect strict des mécanismes régionaux et internationaux et la restauration effective de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'ouverture que nous avons pris part ces derniers mois aux efforts diplomatiques conduits sous facilitation internationale. Nous avons soutenu et nous continuerons de soutenir toute initiative crédible visant à faire taire les armes et à remettre la région des Grands Lacs sur le chemin de la confiance. L'année écoulée a, à cet égard, marqué un tournant. D'importantes démarches ont été engagées pour prévenir l'embrasement régional et réaffirmer le primat du droit. L'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 a constitué une étape majeure. Pour la première fois, les responsabilités dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo ont été établies de manière explicite, dissipant toute ambiguïté sur la nature de cette agression et sur les obligations qui en découlent. Cette clarification a été consolidée par la résolution 2808 adoptée le 19 décembre 2025, renouvelant jusqu'au 20 décembre 2026 le mandat de la MONUSCO en réponse à la dégradation persistante de la situation sécuritaire, notamment marquée par la résurgence du M23. Ce mandat réaffirmé met un accent prioritaire sur la protection des civils en danger immédiat, le soutien au processus de désarmement, démobilisation et réintégration, le DDR, des membres des groupes armés, l'assistance
à la réforme du secteur de la sécurité, le SSR, et l'appui aux institutions congolaises ainsi que le soutien à l'instauration et à la consolidation d'un cessez-le-feu permanent, y compris à travers l'accompagnement des mécanismes de suivi des processus politiques. Nous saluons à cet égard l'engagement de la communauté internationale à accompagner la République démocratique du Congo dans la protection des civils et la stabilisation des zones affectées. Ainsi, la résolution 2773 a posé les bases d'un cadre politique et juridique clair, fondé sur la vérité des faits, la responsabilité des acteurs et la protection des populations, cadre qui a été par la suite consolidé et prolongé par la résolution 2808. C'est dans ce contexte de clarification et de mobilisation internationale renforcée que s'inscrit la dynamique diplomatique ayant conduit à la signature de l'accord de Washington du 27 juin 2025. Je veux saluer à cet égard l'implication directe du président Donald Trump, dont l'engagement a permis de créer les conditions politiques nécessaires à l'ouverture puis à l'aboutissement de ce processus dans le respect du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Dans le même esprit, l'action diplomatique conduite dans le cadre du processus de Doha, sous l'impulsion de Son Altesse l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a joué un rôle déterminant dans la facilitation du dialogue et la consolidation des efforts de paix. Par un engagement constant, discret mais résolu, l'État du Qatar a contribué à maintenir des efforts soutenus et contenus en vue de la recherche de solutions durables. Ces efforts trouvent aujourd'hui un prolongement naturel dans le cadre africain à travers la réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, organisée à Lomé le 17 janvier dernier sous la facilitation de son Excellence le président Faure Essozima Gnassingbé. Cette dynamique africaine constitue un levier politique destiné à accompagner, harmoniser et consolider les deux processus en cours sans s'y substituer afin d'en garantir la crédibilité, la cohérence et l'impact sur le terrain. La République démocratique du Congo demeure convaincue que seule une articulation cohérente et complémentaire entre les initiatives internationales et les mécanismes africains permettra d'aboutir à une stabilisation durable de la région des Grands Lacs. C'est avec cet esprit de continuité, de coopération sincère et de lucidité que notre pays poursuivra son action afin que les avancées diplomatiques se traduisent en résultats concrets pour la sécurité, la stabilité et la protection de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette exigence de paix et de stabilité demeure de manière constante au cœur de notre action diplomatique. À ce titre, l'exercice par notre pays de la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, s'inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir le dialogue régional, la confiance mutuelle et des solutions concertées aux défis sécuritaires et politiques de notre espace commun. Dans le même élan, nous intensifions notre action au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour prévenir les conflits et maîtriser les crises. Nous y défendons une approche africaine fondée sur la concertation, le dialogue et la responsabilité collective, et nous réaffirmons que la dignité humaine, comme le respect des droits fondamentaux, doit demeurer la boussole de l'action internationale.
Notre présence au Conseil de sécurité des Nations unies s'inscrit dans cette même trajectoire. Elle dépasse le cadre d'une ambition nationale, elle traduit les aspirations légitimes de l'Afrique à jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale. À ce titre, nous plaidons avec détermination en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité afin que l'Afrique dispose d'une représentation forte, équitable et crédible dans les décisions qui façonnent l'avenir du monde. Enfin, l'année écoulée et le début de l'année en cours s'inscrivent dans une dynamique continue de renforcement de nos liens d'amitié et de coopération avec diverses nations. La consolidation des relations fraternelles avec l'État d'Israël illustre par la visite à Kinshasa de son Excellence M. Isaac Herzog, président de l'État d'Israël, témoigne de notre volonté d'approfondir des partenariats fondés sur la confiance et le respect mutuel. Cette dynamique s'est également traduite par les visites officielles que j'ai effectuées en Serbie et au Kazakhstan, ainsi que par la visite en République démocratique du Congo de Son Altesse l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dont l'engagement personnel en faveur de la paix et de la coopération a marqué une étape importante dans le rapprochement entre nos deux pays. Elle s'est par ailleurs renforcée par la visite de son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, illustrant la volonté partagée de consolider le dialogue politique, la coopération sécuritaire et l'intégration régionale dans l'espace des Grands Lacs. Dans ce même élan, la mission de 5 ministres congolais en Amérique latine au mois d'août dernier a permis d'approfondir nos relations avec l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil, aboutissant à la signature de plusieurs accords structurants et à un rapprochement significatif entre des continents unis par de nombreuses similitudes et des ambitions convergentes. Cette dynamique ne relève pas d'un simple bilan annuel. Elle s'inscrit dans une trajectoire politique pensée, assumée et appelée à se poursuivre et à se renforcer en 2026 avec la même cohérence, la même détermination et la même ambition au service des intérêts de la République démocratique du Congo et de ses partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un monde traversé par l'incertitude et une recomposition accélérée des équilibres, le multilatéralisme est mis à l'épreuve et la tentation du fait accompli progresse. Les crises au Soudan, en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs nous rappellent pourtant une vérité simple: l'indifférence n'est jamais une option. La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États ne sont pas des principes à géométrie variable, elles constituent le socle d'un ordre international juste et la condition même d'une paix durable. C'est au nom de ces principes que la République démocratique du Congo aborde les enjeux de paix et de stabilité dans son environnement régional immédiat. Dans la région des Grands Lacs, la stabilité ne saurait être réduite à une lecture strictement sécuritaire. Elle exige une coopération sincère entre États, une lutte résolue contre les groupes armés et une approche globale intégrant les dimensions politiques, économiques, humanitaires et de justice. Ainsi, l'intégration régionale est un levier majeur de stabilité et de prospérité partagée. Mais elle ne peut se limiter à des cadres institutionnels. Elle doit produire des résultats concrets, des infrastructures interconnectées et des bénéfices tangibles pour
les populations. Pour la République démocratique du Congo, cette intégration s'inscrit dans une vision de développement fondée sur la complémentarité des économies, la valorisation responsable des ressources et la création d'opportunités durables. C'est ici qu'interviennent nos ressources stratégiques. Les minerais indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être, pour nous, un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité, et non une source de conflits et de prédation. Notre ambition est claire: rompre avec les logiques d'extraction brute, promouvoir la transformation locale, garantir la traçabilité, développer des chaînes de valeur régionales et bâtir des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel et le partage équitable des bénéfices. Le corridor de Lobito illustre cette intégration moderne tournée vers l'avenir en reliant zones de production, infrastructures de transport, énergie et capacités de transformation. Il renforce la coopération entre États, sécurise les chaînes d'approvisionnement, favorise l'industrialisation régionale et crée des opportunités économiques durables au bénéfice des populations. Dans cette logique, la République démocratique du Congo entend inscrire la gestion de ses ressources dans un environnement d'investissement fondé sur la confiance, la prévisibilité et l'équité. Les dispositifs fiscaux et parafiscaux applicables aux investisseurs s'inscrivent dans notre législation nationale, notamment dans le Code des investissements, les mécanismes des zones économiques spéciales et bien d'autres textes légaux, conçus pour accompagner le développement dans un esprit d'ouverture et de partenariat. C'est aussi la logique qui préside à la reprise des exportations de cobalt et à la mise en œuvre progressive de la politique des quotas. Une régulation fondée sur des critères clairs et objectifs destinés à assurer un fonctionnement équilibré et durable du marché en conciliant les intérêts de l'État, des opérateurs et des partenaires dans un esprit de responsabilité partagée, de dialogue constant et de stabilité à long terme. Parallèlement, nous consolidons le couloir vers Kivu-Kinshasa, lancé en 2025. Ce projet structurant vise à convertir des zones affectées par les conflits en pôles de croissance, de cohésion sociale et de préservation environnementale. Il apporte une réponse globale, économique, sociale et sécuritaire en créant des emplois durables dans l'agriculture responsable, la restauration des écosystèmes et l'écotourisme, tout en offrant une alternative crédible à l'économie de guerre. Les partenariats engagés, notamment avec l'Union européenne et des acteurs industriels, traduisent notre volonté de faire de la transition écologique un levier de stabilité et de paix. Enfin, notre vision du long terme trouve une expression majeure dans le projet Grand Tinga. Plus qu'un projet national, c'est une ambition continentale, une réponse structurante aux défis énergétiques, industriels et climatiques de l'Afrique. Par son potentiel hydroélectrique unique, Grand Tinga peut fournir une énergie propre, abondante et compétitive, indispensable à l'industrialisation, à la transformation locale des ressources et à la création d'emplois à grande échelle. La République démocratique du Congo demeure ouverte à des partenariats responsables, transparents et mutuellement bénéfiques pour faire de cette ambition une réalité dans le respect de notre souveraineté et de nos intérêts stratégiques. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, au seuil de cette année 2026,
La République démocratique du Congo réaffirme sa détermination à œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires à la construction d'un ordre international fondé sur la paix, le respect du droit, la solidarité et la prospérité partagée. L'année 2026 doit être celle d'un saut qualitatif à la fois dans la sécurité et dans la transformation structurelle autour de 4 priorités, à savoir sécuriser durablement l'Est et restaurer l'autorité de l'État, accélérer la gouvernance et l'efficacité publique, transformer l'économie pour produire, industrialiser et créer de l'emploi, et enfin consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Et parce que la paix ne se décrète pas, la République démocratique du Congo attend de la communauté internationale non pas des émotions, mais une cohérence d'action, dire la vérité et agir en conséquence lorsque les faits sont établis et que des responsabilités sont reconnues. Renforcer l'appui humanitaire, la protection des déplacés et la prise en charge des victimes, car chacun sait que dans l'Est de mon pays, les besoins dépassent encore largement les moyens disponibles. Je compte enfin sur chacune et chacun d'entre vous pour relayer auprès de vos capitales et de vos institutions le message d'une République démocratique du Congo en mouvement, un pays résolument tourné vers l'avenir, animé par une énergie nouvelle, ouvert au partenariat et résolument engagé à construire un avenir de paix et de prospérité. Je terminerai en vous adressant une fois encore mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2026. Qu'elle soit pour vous et pour vos peuples une année de réussite, de sérénité et d'espérance. Qu'elle consolide notre amitié et donne un élan nouveau à notre coopération dans l'intérêt de nos nations et de notre planète. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre ce discours magistral du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la cérémonie d'aujourd'hui.
chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise. Guillaume, vous venez de suivre le 2 allocutions, la présentation de vœux du corps du doyen du corps diplomatique, la réponse du président de la République, d'ailleurs, qui est en train de saluer pour le moment l'ambassadeur du Maroc, quelques représentants qui sont ici. Alors, Guillaume, on a suivi, c'est le 2 discours. Qu'est-ce qu'on peut retenir en grande ligne? Oui, le doyen du corps diplomatique avait d'abord présenté le vœu au chef de l'État et à sa famille et au peuple congolais. Et il n'a pas oublié de souligner la résolution 2773 du début de l'année 2025, qui est une feuille de route, a-t-il dit, pour la paix durable en République démocratique du Congo. Il a parlé de la signature de l'accord de paix de la RDC et du Rwanda à Washington, qui faisait suite à tous les autres accords. Et il a parlé des processus, évidemment, de Washington et de Doha et de l'Union africaine. Et il a parlé de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité, qui est une bonne avancée diplomatique. Il a parlé de la RDC encore une fois comme vice-présidente de l'Assemblée générale de la 80e Assemblée générale des Nations unies, et sans oublier les sommets des CIRGL de lutte contre l'exploitation illicite de ressources minérales et le déplacement des populations civiles et la violation des droits de l'homme à l'est de la RDC. Les corps diplomatiques réaffirment donc son soutien à l'intégrité du territoire de la RDC. Il a terminé par une note très amicale en souhaitant la bonne chance au Léopard au mois de mars pour le barrage du mondial. Il a souhaité que la RDC représente une fois encore l'Afrique 52 ans après. Voilà, tout à l'heure, les doyens du corps diplomatique, je disais que c'était un Marocain. Le Maroc et la RDC entretiennent au protocole de bien faire son travail. Alors, merci beaucoup. Le Maroc et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations diplomatiques axées sur une coopération sud-sud, une coopération historique, la solidarité, les soutiens mutuels, l'intégrité territoriale. Un fort partenariat existe entre les deux pays à travers la Chambre de commerce et d'industrie Maroc-RDC, créée en 2020. Pour, je disais, de nombreux étudiants. Vous avez suivi tout à l'heure le Maroc. Des étudiants sont au Maroc, ils étudient. Et d'ailleurs, le ministre dans le domaine de la santé, Samuel Roger Kamba, a envoyé 60 médecins au Maroc pour des spécialisations, pour la spécialisation qu'on appelle Étoile Bleue. Ce programme a pour mission de garantir une prise en charge rapide, équilibre et gratuite des urgences préhospitalières, une initiative par le ministère de la Santé. Alors Guillaume, c'est parce que c'était pour parler de l'ambassadeur du Maroc qui était le doyen du corps diplomatique. Oui, c'est lui qui a parlé, c'était l'ambassadeur du Royaume du Maroc à la RDC. Mais la réponse du chef de l'État, on va retenir dans la réponse du chef de l'État qu'il était ouvert au dialogue, parce que c'est un mot qui est revenu de dizaines de fois cette année, mais le chef de l'État a dit et réaffirmé sa volonté de toujours dialoguer, en disant toutefois que le dialogue se fera, certes, mais sur le sol national. Et ce sera conduit par les institutions nationales. Il a parlé d'un dialogue intérieur, et le dialogue intérieur ne peut se substituer aux accords internationaux. Et le dialogue interne, n'est-ce pas, ne pourrait se substituer à la justice qui suivra son cours normal jusqu'à la fin. Il a dit le dialogue
oui, mais pas avec les auteurs des crimes de nos populations. Il a demandé, encore une fois, souhaité qu'on soit accompagné par les corps diplomatiques pour une paix véritable et acte vérifiable. Robert Ndaye. Merci Guillaume. Le président est ouvert, il est un homme de dialogue, il l'a dit, il a tendu la main et il a dit, mais pas avec des criminels qui détruisent l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons 2 ambassadeurs ici qui vont certainement nous parler de nous. Madame Valérie, bon après-midi. Merci pareillement. C'est notre ambassadeur au Qatar. Vous êtes à Kinshasa. Vous venez de suivre ce discours qui a été d'ailleurs. Le président a rendu un hommage mérité à l'émir du Qatar qui accompagne vraiment la République démocratique du Congo dans la restauration de la paix. Vos premières réactions? Mais on est très satisfait de, bien entendu, la relation entre les 2 pays. Et en cette nouvelle année, nous tenons à continuer à renforcer ces relations, tel que l'a exprimé le chef de l'État. Non seulement pour consolider la paix, et tout cela dans le respect mutuel et l'entente et la fraternité. C'est une première, l'ouverture de la représentation diplomatique au Qatar. Vous êtes adapté? Oui, bien sûr. Bon, ça va faire 4 ans maintenant. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu difficile, mais maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, nous nous sommes bien adaptés. L'ambassade est ouverte et fonctionnelle. Vous êtes témoin historique de l'histoire de la RDC avec les rôles que le Qatar joue dans la restauration de la paix. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, non, absolument. Alors, c'est vraiment avec dévolu et détermination que l'émir du Qatar s'est impliqué dans la situation sécuritaire de notre pays, étant donné que les 2 pays entretiennent des très bonnes relations au plus haut niveau. C'était un petit peu naturel qu'il s'y implique et comme le chef de l'État l'a exprimé, il y a eu beaucoup de dynamisme dans son implication ainsi que de résultats palpables. Les Congolais vous regardent à travers le monde entier. Vous avez un mot pour tous les Congolais qui vous regardent en ce moment. Je rappelle que nous recevons ici notre ambassadeur de la RDC au Qatar. Alors en cette année qui commence, nous souhaitons vivement retrouver la paix sur la totalité de notre territoire national. Et nous espérons qu'enfin nous puissions nous concentrer sur la reconstruction de notre pays, tout cela dans la paix. Merci Madame l'ambassadeur. Nous avons Josca Kabongo qui est notre représentant au Canada. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Vous venez de suivre les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a longuement parlé de la paix, du retour de la paix. Et surtout, on ne peut pas développer les pays sans la paix. Vous avez une réaction là-dessus? Oui, nous avons apprécié à juste titre tous les mots que le président de la République a prononcés dans son discours, parce que ce sont des mots qui ont englobé toute la situation actuelle face aux enjeux auxquels le monde est confronté. Donc c'est un discours qui nous a beaucoup satisfaits. Guillaume, vous avez un mot? Oui, nous avons tous suivi. Les chefs de l'État parlaient du dialogue et finalement, le dialogue est là. Et qu'est-ce qu'il en pense? Oui, mais vous savez que la politique, c'est le dialogue. Je crois que le président de la République a été clair et que moi, en tant qu'ambassadeur, je ne peux qu'appuyer tout ce que le président a dit. Merci, chers téléspectateurs. Merci. Nous avons ici, nous sommes toujours ici au Palais de la Nation dans cette salle du Congrès. Ça ne va pas très bien. Nous avons encore un autre ambassadeur ici. Bonjour. Oui, vous êtes le chargé d'affaires de quel pays? Du Canada. Voilà, le chargé d'affaires d'ambassade du Canada ici en RDC. Monsieur le chargé d'affaires, vous venez de suivre le président de la République qui a longuement parlé de la paix en RDC. Le Canada accompagne la RDC pour la restauration de la paix. Vous avez une réaction? Bon, le président a été très clair que la restauration de la paix, la restauration de l'état de droit dans la partie occupée est une priorité. Il a aussi parlé de la sécurité, de l'importance d'assurer la sécurité pour tous les Congolais, de l'importance de transformer les matières premières, n'est-ce pas, de façon à ce que ça profite aux jeunes, aux Congolais et aux Congolaises, et de façon à ce que le développement du pays puisse en suivre. Il a martelé très bien que l'extraction et l'exportation brute
était révolue. Son agenda prévoit la création des industries de transformation, la création d'emplois, le développement communautaire. Alors je pense que, et le président a été très clair aussi, qu'il est un mendiant de la paix, il est ouvert au dialogue et bien sûr sous certaines conditions. Sous certaines conditions, pas la paix avec ceux qui détruisent l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez un dernier mot? Bon, je crois que le discours du président était très clair et vraiment je suis très content d'écouter ce qu'il a dit, d'écouter son ouverture, n'est-ce pas, et sa disponibilité à construire le pays avec ceux qui veulent construire le pays, avec ceux qui veulent mettre de l'énergie pour construire. Et bien sûr, il a tendu la main à la communauté internationale, au multilatéralisme en lequel il croit encore, bien qu'il est un peu maltraité, mais il y croit encore sérieusement. Merci beaucoup, monsieur le chargé d'affaires. Guillaume, à ce moment, c'est une autre étape qui va s'ouvrir. Tout à l'heure, le chef de l'État va prendre des photos de famille. Alors, nous allons revenir un peu sur ces dialogues. Beaucoup de gens pensaient que le président avait fermé la porte pour le dialogue, alors qu'il l'a dit aujourd'hui, il reste ouvert. Oui, il reste ouvert au dialogue et il l'a annoncé. Le dialogue tant attendu sera là, mais ça se passera sur le territoire national et ce sera dirigé par les institutions car les institutions établies aujourd'hui en République démocratique du Congo ont été légitimement installées, c'est-à-dire sont issues des élections générales et c'est dans cet ordre d'idées-là que le dialogue se passera. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du président Donald Trump des États-Unis pour ses actions diplomatiques et la facilitation de Doha. Il a salué l'émir Tamim du Qatar pour son implication personnelle. Il a salué l'implication aussi de l'Union africaine via le médiateur, le président du Conseil togolais, le président Gnassingbé. Donc il a rencontré le 17 janvier dernier. Il a parlé, sans oublier, de la réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique occupe une place prépondérante. Il a parlé de la dernière visite d'Israël, du président israélien, Herzog, ici en République démocratique du Congo. Il a parlé aussi, encore une fois, du cheikh Tamim du Qatar, l'émir du Qatar qui était en République démocratique du Congo, et de ses dernières visites en Serbie et au Kazakhstan. Sans oublier l'implication de celui qui sera dans quelques semaines le nouveau président de l'Union africaine, le président Évariste Ndayishimiye du Burundi, qui est venu signer des accords structurants, encore une fois, avec la République démocratique du Congo. Il n'a pas oublié la mission des 5 ministres en Amérique latine. Ils ont été en Uruguay, en Argentine et au Brésil pour la coopération sud-sud, l'Amazonie et la forêt d'Amazonie et la forêt du bassin du Congo ont des similitudes. Ce sont ces deux forêts, nous le pensons très bien, qui pourraient sauver la crise écologique qui menace le monde d'aujourd'hui. Nous sommes là dans la phase de photos de famille du chef de l'État avec les corps diplomatiques. Et le chef de l'État n'a pas manqué de parler de la crise au Soudan. Le chef de l'État est en train va prendre la photo de famille avec un groupe de 40 chefs de mission diplomatique et représentants spéciaux de pays amis et c'est comme ça que vous voyez que les diplomates sont déjà placés pour attendre que le chef de l'État immortalise, n'est-ce pas, ces moments ô combien importants. Les moments importants, si la réalisation pourrait nous balancer les images du dehors, nous allons parler de ce pays, encore un autre pays, les Botswana. Les Botswana qui entretiennent les très bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Et on a signé des accords de renforcement de la coopération
entre la RDC et le Botswana. Et puis la nouvelle ambassade la nouvelle représentation a été inaugurée le 12 mai dernier on a ouvert, et notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Patrick Mutombo, a présenté ses lettres de créance hier au président de la République botswanais, en recevant également les Congolais qui sont dans ces pays depuis plusieurs années. Le Botswana est riche en minerais aussi stratégiques, Guillaume. Oui, le Botswana est le pays économiquement le plus riche d'Afrique, on peut dire ça comme ça. C'est un pays de l'Afrique australe qui fait partie de la SADC comme la République démocratique du Congo. On a une très belle ambassade là-bas à Gaborone. Le pays de Ketumi le Massiré qui a été très célèbre ici car il a été médiateur de la crise congolaise qui avait conduit au dialogue intercongolais de 2002. Et le Botswana est donc un partenaire stratégique dont on a besoin pour des partenariats structurants. Partenariat structurant, j'espère que le nouvel ambassadeur, vous voyez sur vos écrans les ambassadeurs qui attendent la sortie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une photo de famille. Je disais tout à l'heure que notre nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Botswana fera tout, Patrick Mutombo, fera tout pour remettre tout ce qui a été renforcé dans le temps, surtout les partenariats stratégiques. Lui aussi, Patrick Mutombo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Botswana, a présenté ses lettres de créance au président de la République botswanais. C'était hier vendredi, et dans la soirée, dans un hôtel de la place, Patrick Mutombo a reçu les Congolais qui vivent au Botswana pour leur transmettre le message du président de la République, un message de paix, un message rassurant pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Parmi le pays que nous avons vu, et cela nous avons vu ici, vous savez que le Vatican entretient également les relations diplomatiques avec la RDC, des très bonnes relations établies depuis 1977, des relations qui sont donc solides et marquées par une coopération étroite formalisée par un accord cadre signé en 2022. Donc vous voyez, ce sont des pays qui ont pris beaucoup de temps pour donner de la valeur à cet accord, et le président de la République, dans son discours, il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Alors, avec le Vatican, ces relations bilatérales visent notamment la promotion des droits de l'homme, de l'éducation, de la santé et la consolidation même de la paix. Vous savez, vous vous souviendrez que voilà, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc arrivé pour cette photo de famille. Après, je crois que ça sera dans un groupe. Vous apercevez quelques ambassadeurs qui sont là avec les doyens du corps diplomatique. Vous avez vu un peu plus loin les nonces apostoliques. J'étais en train de parler que le nonce apostolique est également là par rapport aux relations que la RDC entretienne avec le Vatican. Vous savez, le pape François, paix à son âme, a visité la République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023. Une visite qui a renforcé les liens. Le chef de l'État également, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plusieurs fois visité le Vatican. Le Vatican, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc en Italie, à Rome, là où les catholiques, à la place Saint-Pierre, souvent, les gens viennent pour se rendre compte. Donc ces ambassadeurs qui sont en train de prendre des photos de famille avec le chef de l'État tout à l'heure. Nous parlions, le président a parlé de Doha également, qui entretient de très bonnes relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre notre ambassadeur accrédité à Doha ici, qui a parlé
des bonnes relations. Et dernièrement, le président du Qatar était en RDC. 6 accords bilatéraux ont été signés. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad, a lui-même fait des déplacements en visitant ces pays qu'il aime trop dans le domaine des ports, entre Qatar Port Management Company et l'Office national des transports. Il y a eu également dans ces accords, la signature de ces accords, l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports de services, et aussi ce qu'on a appelé les passeports spéciaux. Donc le Qatar est un pays qui accompagne vraiment la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix. Une visite qui est intervenue d'ailleurs après la signature début septembre 2025 des lettres d'intention avec la société qatari Al-Moussar Holding, portant sur un portefeuille de 21 milliards de dollars américains. De l'autre côté, pendant ces temps, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc en train de prendre une photo des familles avec les ambassadeurs accrédités ici en République démocratique du Congo. Si vous venez de nous suivre, sachez que nous étions là, ici, au palais de l'Indépendance, pour suivre cette retransmission en direct de la cérémonie de présentation d'échange de vœux entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les corps diplomatiques. Alors, un autre pays qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Tanzanie. La Tanzanie qui entretient aussi des relations historiques et stratégiques avec la République démocratique du Congo, axée sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, les commerces bilatéraux et le développement des infrastructures. Il y a quelques mois, l'année passée d'ailleurs, nous saluons ici l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Jean-Pierre Massala à partir de Dar es Salaam, notre ambassadeur qui accompagne également le président de la République en faisant les suivis. Je voulais tout à l'heure parler du corridor central, ces projets qui tient à cœur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction d'un chemin de fer qui va relier la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo, partant de Dodoma vers une ville au Burundi et puis passer par Kivu. Alors ces relations historiques, la Tanzanie soutient la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix. Vous le savez, il y a quelques mois, la Tanzanie avait envoyé et continue toujours à envoyer des troupes en République démocratique du Congo pour la stabilité de l'Est de la RDC. Nous avons reçu tout à l'heure Joska Kabongo, qui est notre ambassadeur au Canada, avec Madame Valérie de Qatar. Tous parlent d'une paix et de développement et des choses qui vont arriver dans le truc. Donc la Tanzanie, dans le cadre de la stabilité en RDC, il le fait à travers la SADC et l'État, l'EAC, pour permettre à ce que la paix durable revienne ici en République démocratique du Congo. Donc cette salle qui a abrité cette cérémonie d'échange de vœux, c'est une salle historique et mythique pour les Congolais, parce que c'est ici que le Patrice Emery Lumumba avait prononcé son discours pour l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Parmi les pays, nous avons le Japon avec la coopération JICA dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures. Plusieurs projets sont réalisés ici et le chef de l'État est en train encore de faire une photo des familles avec quelques ambassadeurs. Ce n'est pas un groupe, hein. Donc le premier groupe vient, termine parce qu'ils sont nombreux. Le Liban, ce pays, les relations avec le Liban sont établies depuis 2001 avec la RDC, caractérisée par une présence massive de la communauté libanaise en République démocratique du Congo. J'aime beaucoup lorsque les Congolais parlent nous allons manger les shawarma. C'est avec la communauté libanaise qui est installée en République démocratique du Congo. Et cette coopération est aussi valorisée sur le commerce et l'intégration de la communauté libanaise en République démocratique du Congo avec
des sociétés qui sont sérieusement implantées. Le Liban, je voulais dire, le Liban est un État d'Asie occidentale situé au Proche-Orient, bordé par la mer Méditerranée, la Syrie et l'Israël, capitale Beyrouth, pays montagneux de plus ou moins 10 452 km² au climat méditerranéen. Nous allons vous dire que les choses sont en train de passer, comme vous regardez sur vos écrans. Le chef de l'État est resté avec les doyens du corps diplomatique des ambassadeurs, notamment l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc. Nous avons largement parlé ici du Maroc avec la formation des médecins congolais qui étaient au Maroc il y a quelques jours. 60 médecins étaient au Maroc pour avoir une spécialisation dans le cas des urgences. Une initiative du ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, avec les systèmes de la couverture santé universelle. Alors, dans les domaines de la santé, le ministre de la Santé, Roger Kamba, ses médecins sont allés pour une spécialisation et garantir une prise en charge rapide, équitable. Donc, pour vous dire que la diplomatie porte ses fruits, la diplomatie sur tout le plan apporte des résultats. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à prendre cette photo des familles avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Donc, chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes encore ici au Palais de la Nation pour cette retransmission de ce direct sur la cérémonie d'échange des vœux entre le président de la République et le corps diplomatique, les ambassadeurs accrédités en RDC. Nous avons vu également le Brésil qui entretient également des très bonnes relations diplomatiques avec la RDC, plusieurs échanges et visites ministérielles. D'ailleurs, le président de la République, lorsqu'il y a eu le sommet sur le climat, le chef de l'État s'était rendu au Brésil et s'était entretenu d'ailleurs avec son homologue brésilien Da Silva Lula pour permettre à la RDC, qui est un pays solution, par rapport à ces relations diplomatiques. La RDC propose des solutions pour ces changements climatiques. Donc, de très bonnes relations, diplomatiques. Thérèse Kaikwamba était au Brésil aussi en 2025 pour consolider les accords entre le Brésil et la République démocratique du Congo. Une nouvelle ambassadrice a été nommée également au Brésil, Madame Rosette Mossi Nyamale, qui a été nommée en février 2025. Parmi les pays qui étaient présents ici, également, nous avons vu le Pays-Bas qui entretient également de très bonnes relations, des relations chaleureuses depuis 1960 avec la République démocratique du Congo, axée sur la coopération et le développement. Ces pays soutiennent mordicus la souveraineté nationale pour que le pays puisse retrouver sa paix à l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a dit le président de la République tout à l'heure, qu'il est d'accord pour la paix, pas avec des criminels qui détruisent l'Est de la République démocratique du Congo. Lorsque je parlais tout à l'heure de la SADC, j'ai vu, nous avons également une femme, parce que le président, c'est le champion de la masculinité positive. Il aime valoriser les femmes. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui est ministre des Affaires étrangères. Je crois que cette partie des prises de photos a donc pris fin. Ça pourrait peut-être être la fin de cette retransmission en
direct ici. Je disais, ça pourrait être à la fin de cette retransmission en direct ici au Palais de la Nation. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout, nous avons eu 2 temps forts lors de cette cérémonie ici au Palais de la Nation, dans cette salle de l'indépendance. 2 discours, les discours de doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Maroc, qui a pratiquement souhaité le feu au président de la République en rassurant que la communauté internationale n'abandonnera pas la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix à l'est de la RDC. Le chef de l'État est revenu plusieurs fois sur les avancées diplomatiques, sur la présence de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, mais aussi sa main reste tendue. Il l'a dit, il l'a confirmé. Oui au dialogue, pas le dialogue avec n'importe qui. Mesdames et messieurs, nous voulons vous dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de par le monde entier, au Botswana, au Canada et à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à toute la grande équipe supervisée avec la réalisation très musclé de Papi Nguinamao et René Ngwangu et tous les caméramans qui nous ont accompagnés cet après-midi ici au Palais de la Nation. Nous aurons encore une fois le plaisir de vous retrouver très prochainement. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. 2e plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda-Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Tout pour la patrie! Tout pour la patrie! Industriel exerçant en République démocratique du Congo. Rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la TPIL au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo.